parlons de la toute première visite du président sénégalais Bassirou Diomaye Faye au sein de l'Alliance des États du Sahel. Lui qui s'est rendu cette semaine du côté de Bamako, il a rencontré son homologue malien, le colonel Assimi Goïta, mais également du côté de Ouagadougou. Il a eu un échange avec son homologue burkinabé, le capitaine Ibrahim Traoré. Que faut-il de façon générale retenir d'ailleurs de cette visite? Ce que nous vous disons d'entrée, c'est que ce dernier, le président sénégalais, va donc poursuivre ses efforts de médiation pour une réconciliation entre la communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest et l'Alliance des États du Sahel. Prenons tout d'abord ce premier extrait. C'est une attitude du président sénégalais Bassirou Diomaye Faye aux côtés de son homologue burkinabé, le capitaine Ibrahim Traoré. Alors avec le concours de la réalisation, on va prendre l'extrait justement parce que c'est sur l'extrait, ou du moins c'est à partir de l'extrait justement qu'on va pouvoir conduire le débat autour justement de cette première visite de Bassirou Diomaye Faye au sein de l'Alliance des États du Sahel. Le Sénégal n'est pas à l'étude de rejoindre un ensemble. Provisoirement revenir, en attendant bien sûr de tout caler au niveau de la réalisation. Alors, Henri Atangana serait le premier à réagir sur cette visite. Elle était attendue et finalement elle a eu lieu, et comme il fallait s'y attendre, Henri Atangana, la question autour de la position du président Bassirou Diomaye Faye, sa position notamment concernant justement l'Alliance des États du Sahel n'a pas échappé entre autres aux questions qui lui ont été posées par les journalistes sur place. On lui a par exemple demander ce qu'il venait pratiquement chercher au-delà même des questions purement bilatérales. Et le sujet sur la CEDEAO est revenu sur la table, ceci de façon permanente. Et ce qu'on retient, Henri Atangana, c'est que le président sénégalais est prêt, ou du moins d'y être disposé à poursuivre donc ses efforts de médiation pour une réconciliation entre la CEDEAO et l'AES. Alors, peut-on parler d'une mission impossible? Ou alors, êtes-vous dans la peau du président sénégalais qui semble convaincu qu'avec bien sûr une bonne dose de détermination mais également d'enthousiasme, il est fort probable de voir ces trois pays revenir au sein de la CEDEAO? Oui, moi j'adore votre mot, médiation. Médiation. Quand vous faites une médiation, vous mettez deux parties en relation. Laquelle est laquelle? La CEDEAO et l'AES, elles sont demandeuses? La CEDEAO est-elle demandeuse d'être en médiation avec l'AES? L'AES est-elle demandeuse d'être en médiation avec la CEDEAO? La CEDEAO, oui. La CEDEAO, oui, Henri Atangana. Si on s'en tient justement à tout ce qui a été relevé ici comme souhait, on se souvient de la sortie du président de la commission de cette instance en question, on se souvient du passage du président Bassirou Diomaye Faye du côté de la Côte d'Ivoire aux côtés de son homologue ivoirien, on se souvient de la rencontre entre Bassirou Diomaye Faye et Bola Ahmed Tinubu, le président du Nigeria, par ailleurs président en exercice de la CEDEAO. Oui, vous savez très bien que moi je m'arrête jamais au mot. Aux postures politiciennes. Moi, je suis un analyste, donc j'analyse le fond. Quand je dis que la CEDEAO n'est pas demandeuse, je dis en quoi de concret, à part ces attitudes, ces interfaces, qu'on voit la CEDEAO est-elle demandeuse? La CEDEAO, c'est quoi? De quoi? Personne ne sait. On sait juste une chose, c'est qu'à un certain moment, un nouveau président élu du Sénégal, qui n'a pas de recul, qui n'a pas d'expérience, il arrive, il est élu, et se décide d'être à la demande de qui? De lui-même? Ou alors il est arrivé, on l'a élu. Et vous croyez vraiment que s'il y avait une demande de la CEDEAO de médiation avec l'AES, on ne ferait pas un nouveau chef d'État inexpérimenté en matière de politique avec tout le respect que je dois à monsieur qui vient d'être élu. Alors qu'est-ce qu'il se passe en réalité, si on veut gratter? On a affaire en réalité avec un ancien colon, qu'on appelle la France, qui a travesti l'esclavagisme en néocolonialisme, qui a envie de contrôler. Et la CEDEAO, c'est quoi? Vous pouvez discuter de ce que vous voulez, c'est un outil aux mains de l'impérialisme pour contrôler une zone. Ça, ce sont les marionnettistes. Et puis, à l'intérieur, vous avez des marionnettes. L'un des exemples que je vais donner, revenons à quand ils ont voulu créer l'ECO.
Mais tout le monde n'avait pas compris. Ils ont fait semblant de vouloir créer l'écho par eux-mêmes. Vous comprenez très bien que quand vous créez l'écho, vous mettez hors jeu la France. Et qui peut croire un instant que c'était leur propre initiative, à moins d'être le roi des naïfs? Et comme par hasard, Macron a apparu. C'est toutes les choses que le colon met en œuvre pour ne pas nous laisser autonomes, indépendants. Maintenant, si vous ne regardez pas l'histoire, mais c'est que vous faites exprès. On est allé de l'esclavagisme à la colonisation. C'était deux mots différents, mais la même réalité. Si vous voulez vous analyser ça comme des réalités différentes. Et de la colonisation à la néocolonisation. C'est-à-dire, on vous fait croire que vous êtes indépendant et vous vous rendez compte que vous ne l'êtes pas. Vous vous souvenez qu'on a traité du cas de la Nouvelle-Calédonie. Je vous dirai où est le rapport. Je vous avais lu les accords de Nouméa. Et j'ai fait le parallèle avec les accords que les pays de la zone CFA ont eu pour être indépendants. Et nous sommes encore... Pourquoi nous nous battons pour la libération? Mais parce que ces accords n'ont été qu'une autre façon de nous maintenir. Le colon cherche de nouvelles façons. Dès que les Africains ont commencé à parler du franc CFA, le colon s'est demandé comment je fais pour garder la même chose, mais en changeant. Nous avons vu Macron nous expliquer que c'était juste une question de nom. Macron est un financier fin. Ce n'est pas une question de nom franc CFA. Alors si c'est une question de nom, je vais remplacer là par écho. Et on fait semblant que les Africains ont décidé de faire quelque chose, et puis comme par hasard, il réapparaît. Moi, je peux vous dire que quand ils commencent à créer l'écho, ça vient de l'Élysée. On leur dit, allez doucement, faites, et puis on va venir par après. Celui qui veut, il me croit, celui qui veut, ne me croit pas. Et là, ça vient de l'Élysée. Qui peut croire que monsieur, ce nouveau président du Sénégal, sans aucune expérience géopolitique en Afrique, a pris l'initiative tout seul de relier, je dis bien tout seul. Donc vous n'allez pas me faire croire que le petit cirque qu'ils ont eu là, Niger, machin, tout cela, pour le nommer, non, non. C'est une initiative élyséenne de ramener les pays de l'AES à la CEDEAO pour continuer à contrôler cet environnement. Et lui n'est qu'un vecteur, une marionnette. Et toute notre histoire est couverte de ça. Toute notre histoire. Rappelez-vous qu'on a eu les indépendances. On est allé chercher Aïdjo qui était contre les indépendances. On en a fait le chef d'État du Cameroun. Les exemples sont frappants dans toute l'Afrique francophone. Je dis bien toutes. On allait nous chercher monsieur Senghor. Vous savez, on nous l'a présenté comme le père de la négritude. Et on a fait un chef d'État. Ils n'ont fait que quoi? Essayer de nous maintenir dans cette histoire. Est-ce que c'est une façon pour vous, Henri, d'enterrer tout espoir, ou du moins de dire que le président Bassirou Diomaye Faye n'a aucune chance de réussite? Après les entretiens, qu'est-ce qu'il en est sorti? Il a parlé des positions rigides, mais pas inflexibles. Il a parlé c'est du blablabla. Je dis bien, il n'y a aucune chance. Je dis zéro. Évidemment, le reste est politique. Moi, j'aurais été président de ces pays-là, vous venez me demander quelque chose que je n'ai pas demandé. Vous venez faire une médiatisation entre deux partis qui n'ont pas de conflit. Il n'y a pas de conflit. Il y a 3 pays qui ont décidé de sortir d'une institution. Est-ce que ça fait un conflit de dire que mes intérêts dans une institution ne sont plus garantis par l'institution? Et vous voulez faire la médiatisation de quoi? On joue sur les mots ou quoi? Mais c'est de la rigolade, c'est de la vaste farce. Je dis bien de la farce. Et on va prendre un jeune président avec aucune expérience en géopolitique régionale, et il arrive, et boum, on lui dit, tiens, tu vas essayer de les ramener dans la colonisation. Et si vous regardez, ça s'est passé comme ça pendant qu'on luttait contre l'esclavagisme. Bah oui, on nous a créé des house niggers. Ceux qui disaient, non, vous savez, tout compte fait, on est bien esclaves. C'est ça qu'ils disaient, nous sommes bien esclaves. Le patron n'a qu'à être gentil avec nous. C'est de ça qu'il s'agit. Nous sommes bien à la CEDEAO, il suffit qu'il soit gentil avec nous. On réforme ça un tout petit peu. Quand on a voulu sortir des décolonisations, c'était le même topo. Les mêmes personnes qui sortaient, ont créé là, et qui nous expliquaient que coloniser, c'est quand même mieux qu'être indépendant parce que nous sommes incapables de nous diriger nous-mêmes. Allez relire. Même le père de l'UPC qu'on appelait Charles Assali. Je vais dire ça à Patrice qui est de l'UPC.
parce que parmi les créateurs de l'UPC, il y avait Charles Salé. Et quand l'UPC voulait se battre contre, lutter contre la vraie indépendance, il a rejoint Rido. Qu'est-ce que Charles Salé disait? C'est bon, tout compte fait, on n'a jamais l'indépendance, pourquoi continuer à nous battre? Et si on a eu l'indépendance en 1960, pourquoi nous sommes en lutte maintenant? Alors, c'est le même topo, je veux dire, c'est tellement gros, c'est tellement grossier que ça ne vaut même pas le débat. Je dis, ça ne vaut pas le débat. On le voit venir de loin. Et celui qui se laisse avoir par cette arnaque-là, mais alors ça veut dire que nous n'avons aucune culture générale et que nous sommes incapables de tirer les conséquences sur quoi que ce soit. Ça, je vais chuter par là pour laisser là. Voilà. Le président sénégalais qui ne désespère pas de voir la CEDEAO repartir sur de nouvelles bases, en dépit justement des positions rigides des dirigeants du Mali, du Burkina Faso, mais également du Niger. Écoutons-le aux côtés de son homologue burkinabé. Nous avons aussi abordé le sujet de la CEDEAO, comme je l'ai fait dans les pays que j'ai visités jusqu'ici. Et je comprends aujourd'hui que les positions soient quelque peu figées, mais je perçois dans chacune de ces positions-là, ou les tenants de ces positions, une fenêtre d'ouverture qui peut permettre de nouer un fil, si tenu soit-il, du dialogue. J'ai toujours l'habitude de dire, on le constate aujourd'hui au niveau de la CEDEAO, que les portes du dialogue sont certes fermées, mais qu'il ne nous faut pas non plus fermer les fenêtres et tirer les rideaux, qu'il faut laisser des espaces pour nous aider, nous disputer s'il le faut, mais vider ce qui est en nous, mais surtout pour permettre à des pays qui sont un peu plus éloignés sur le plan physique des théâtres d'opération liés à l'insécurité, de comprendre ce que les pays qui le vivent directement sur le terrain sont en train de vivre et d'avoir plus de compassion, de se sentir davantage concerné, parce que les fléaux, il y a toujours une zone de démarrage. Mais quand on voit aujourd'hui l'expansion, on sait qu'aucun pays n'est épargné, ni directement ni indirectement. Et c'est pour ça aussi que je profite de ces visites d'amitié et de travail qui sont particulièrement centrées sur la coopération bilatérale. Mais j'en profite pour adresser ces questions-là et dire ma disponibilité à continuer à travailler de part et d'autre pour qu'il y ait des plages de convergence qui nous permettent quand même de discuter de ce qui ne marche pas et de voir comment changer ce qui ne marche pas, parce que nous avons la responsabilité historique et l'héritage de nos pères fondateurs par rapport à cet ensemble-là, pour nous battre au sein de la CEDEAO et ensemble pour que la CEDEAO reste ce qu'elle n'aurait jamais dû cesser d'être, à savoir un organe d'intégration qui a été cité en exemple, que nous devons pérenniser, que nous devons renforcer et que nous devons protéger contre toutes les velléités qui vont dans le sens de détourner la CEDEAO de son objectif d'intégration africaine et de ce qui est sa nature, à savoir la CEDEAO des peuples, et qu'elle continue à être cela et qu'elle continue surtout à être un cadre où nous allons adresser ensemble les défis communs que j'ai cités tantôt. Il faut donc tout faire pour que cette CEDEAO reste ce qu'elle n'aurait jamais cessé d'être, une CEDEAO des peuples. Ce n'est pas parce que les portes du dialogue, Linda Larbaoui, sont aujourd'hui fermées qu'il faudrait pour autant fermer les fenêtres et tirer les rideaux. Alors, comprenez-vous la position du président sénégalais? Je ne peux pas comprendre, d'autant plus il est jeune et il n'a pas profité de la CEDEAO. Les jeunes africains, toute cette population africaine, a-t-elle profité de cet organisme? Bien sûr que non. Cet organisme a profité à son fondateur, il a profité aux colons, il a profité à la France et l'Union européenne. Cet organisme n'a rien apporté aux Africains, même pas une entente justement qui aurait pu épargner au peuple frère du Niger, du Mali et du Burkina des sanctions, des fermetures, des enfants qui sont morts d'ailleurs au Niger parce qu'il y avait plus de médicaments, il y avait plus de lait pour enfants. Il a l'air d'oublier beaucoup de choses, ce jeune homme. Il a l'air d'oublier que la CEDEAO ne lui a rien apporté du tout. La CEDEAO bien gérée, la CEDEAO panafricaine aurait pu quand même faire beaucoup et faire évoluer ces pays-là. Mais bien au contraire, cette CEDEAO a profité au marché européen, à l'Union européenne, elle a profité également aux États-Unis, bien évidemment,
Mais les peuples africains, mais c'est justement pourquoi il appelle à repartir sur de nouvelles bases, Linda. C'est justement pourquoi il appelle à repartir sur de... Il dit ne pas désespérer que cette CEDEAO-là reparte justement sur de nouvelles bases, qu'elle soit ce qu'elle n'aurait jamais cessé d'être, une CEDEAO des peuples. Est-ce qu'on ne se trompe un tout petit peu pas sur la position, ou du moins sur ce que semble relever Bassirou Diomaye Faye? Vous savez, je reviens toujours à la source. Je n'ai pas appris l'histoire pour l'histoire. J'ai appris l'histoire pour comprendre ce qui se passe aujourd'hui. Tout ce qui a été fait par le colon a été miné. C'est miné. C'est comme si on marchait sur un champ de mines. On ne peut pas construire du neuf avec du vieux, ce n'est pas possible. Il faut partir sur d'autres, d'autant plus que la conjoncture actuelle nous le permet. Les États-Unis sont en chute d'hégémonie, donc l'Europe aussi. Donc il faudrait reconstruire ce qui est en train de se faire entre les pays de la AES, c'est formidable. Ça a été fait par 3 personnes, bien sûr des gens qui les entourent. Et ces 3 personnes ont voulu construire quelque chose de solide, avec une base solide, et en dehors de la volonté du colon et du néocolon aussi. On voit qu'il y a une volonté de ces 3 pays d'éliminer tout ce qui vient de l'étranger. Le Mali, si le Mali a gelé tout travail politique, c'est qu'il y a une raison, c'est qu'il y a des partis qui sont liés à l'étranger. Donc là, on part sur quelque chose de propre. Mais regardez, prenez l'exemple de l'Afrique du Sud. Quand on reproche justement à l'Afrique du Sud d'être un pays très corrompu, c'est parce que l'Afrique du Sud, quand le parti de Mandela a pris le pouvoir, il n'a pas dissous ce qui existait. Donc ce qui était gangréné aujourd'hui, c'est devenu complètement pourri. L'arbre est pourri. On n'a rien à faire avec ça. C'est exactement la CEDEAO. Qu'est-ce qui fait le mal aujourd'hui des pays arabes? C'est la Ligue arabe qui a été créée par les Anglais. La CEDEAO a été créée par les Français. Est-ce que nous voulons en Afrique attendre que la situation devienne un peu comme celle des pays du Moyen-Orient et des pays de la péninsule arabique? Donc il faut dissoudre pour reconstruire, et du vieux ne peut pas vous donner quelque chose de neuf. Ce n'est pas possible. Il faut repartir sur d'autres bases avec des idées de cette jeunesse justement qui se bat pour libérer le continent africain, mais il faut partir avec des outils spécialement et spécifiquement africains. Il faut oublier ce que l'occidental nous a ramené. Voilà. Merci à vous, Linda Larbaoui. Alors, Yves Ibrahim Bouka, quelle est votre position par rapport justement à celle du président Bassirou Diomaye Faye, qui ne désespère pas, qui parle certes des positions rigides des dirigeants de l'Alliance des États du Sahel, mais ces mêmes positions, il le reconnaît, elles ne sont pas flexibles. Est-ce que c'est une façon pour lui d'entrevoir cette fenêtre d'ouverture, ou du moins de réconciliation, entre la CEDEAO et l'AES? Bon, vous êtes bien optimiste, mon frère Bien-Aimé, par rapport aux propos du président Bassirou Diomaye Faye. Mais non, moi je surfe sur les propos du président Bassirou Diomaye Faye. Mon point de vue ne compte pas. Bon, moi je pense que il a tenu ses propos dans une logique purement diplomatique. Voilà. En fait, c'est un aveu d'échec qui ne dit pas son nom en réalité. C'est-à-dire, il dit dans le même temps, il reconnaît que les positions sont rigides, mais en même temps, il n'exclut pas une flexibilité. Bon, quelque chose qui est rigide, c'est tout le contraire de la flexibilité. Donc, en réalité, c'est quoi? C'est un aveu d'échec. Il se rend compte que là, en fait, il a cogné sur un caillou. C'est ce que ça veut dire, simplement. C'est un aveu d'échec. En fait, là, il est en train d'envoyer un message à ceux qui l'ont envoyé pour dire que là, ceux qui sont en face là, ils sont intraitables. Pour moi, c'est comme ça que moi je comprends ce discours-là. Mais je voudrais quand même donner mon sentiment par rapport à cette démarche du président sénégalais, qui est quand même assez équivoque. Maintenant, je ne veux pas me risquer à parler de manière péremptoire, mais quand même, il faut avouer que cette démarche des nouvelles autorités sénégalaises fait jaser beaucoup dans les milieux panafricanistes.
pour un régime, ou en tout cas pour des leaders qui se sont revendiqués du panafricanisme, même si aujourd'hui ils amènent le concept du panafricanisme de gauche, je ne sais pas ce que ça veut dire, parce que le panafricanisme, c'est une idéologie, d'accord? On ne peut pas venir la morceler en disant panafricanisme de gauche, panafricanisme de droite ou panafricanisme de centre, non. Ça, ces positionnements-là, gauche, centre, droite, ça c'est par rapport à des partis politiques, c'est par rapport à la politique qu'on va parler. Mais ici, on est dans un cadre idéologique. Hein? Dans un cadre idéologique, on ne peut pas parler de panafricanisme de gauche, ça n'existe pas en réalité. Et ça, en fait, c'est quoi? Ça traduit simplement une volonté, peut-être pas tacite, mais une volonté ici de ceux qui sont en train de pousser le président sénégalais à vouloir mettre le verre dans le fruit. Parce qu'en fait, quand on parle de panafricanisme de gauche, c'est une manière de diviser en fait les panafricanistes. Parce que qui dit panafricaniste de gauche dira après panafricaniste de droite ou panafricaniste du centre. D'accord? Donc c'est une manière de diviser. Et ça, c'est un peu comme ce qui s'est passé lors des indépendances, au moment de la lutte pour la décolonisation, où on avait ce qu'on présentait comme, excusez-moi, comme des extrémistes et ceux qu'on présentait comme des modérés. D'accord? Ceux qui étaient contre le néocolonialisme que la France voulait continuer à perpétrer, à continuer sur ces anciennes colonies, et ceux qui entendaient toujours continuer à collaborer avec la France en s'inscrivant toujours sous son tutorat. D'accord? Donc, pour moi, c'est assez problématique, d'autant plus que le Premier ministre Ousmane Sonko, excusez-moi, le Premier ministre Ousmane Sonko continue effectivement à adopter ce discours panafricaniste qui récuse la France par rapport aux bases militaires, par rapport aux francs CFA. Mais quand on voit la démarche de son mentor, en tout cas, si je peux appeler ça comme ça, Bassirou Diomaye Faye, qui cherche à ramener le Mali, le Niger et le Burkina Faso au sein de la CEDEAO, qui est une organisation purement néocolonialiste, puisqu'elle a été créée effectivement sur inspiration de la France. Il y a quand même des questions à se poser. Et je vais chuter par là. Moi, pour ce qui me concerne, j'ai commencé à me poser des questions effectivement sur Bassirou Diomaye Faye et sur Ousmane Sonko au regard de la manière spectaculaire avec laquelle ils sont arrivés au pouvoir. 2 semaines avant la présidentielle, ils étaient en prison. 2 semaines. En l'espace de 3 semaines, ils se retrouvent à la tête du Sénégal. En fait, j'ai envie de me poser la question, par quel tour de magie, qu'est-ce qui s'est passé qui a bien pu contraindre le président sénégalais à les libérer quand on connaît toute l'animosité et toute même la limité qui régnait entre eux. Parce que, on a parlé même jusqu'à des tentatives d'assassinat contre le leader Ousmane Sonko. Mais qu'est-ce qui a bien pu contraindre Macky Sall à libérer ces deux-là pour leur ouvrir le boulevard qui leur a permis d'accéder à la présidence du Sénégal? Je pose bien des questions. Et le dernier élément sur lequel je vais chuter, c'est que n'oublions pas que Ousmane Sonko, il appartient à ce qu'on appelle l'interafricaine progressiste. D'accord? Avec, comment il s'appelle? Succès Masra, Tchad, avec Oumar Baliko, Mali. D'aucuns même citent le président de la Guinée, Conakry, qui est dedans, d'accord? Qui en fait sont des leaders, de nouveaux leaders qui sont en fait derrière, poussés par les États-Unis, qui entendent se substituer à la France dans ces anciennes colonies. Ouais. Donc d'aucuns disent, voilà pourquoi même dans certains médias, notamment avec nos frères de certains médias panafricanistes, je ne vais pas citer le nom ici pour ne pas faire de blessés inutiles, ont remis en doute le panafricanisme d'Ousmane Sonko. Quand on regarde ce qui se passe, mais on a en droit de se poser la question. Donc je vais chuter par là, mais c'est quand même dommage. Moi, je trouve que c'est quand même dommage. Et ça fait que de plus en plus, les gens ont une vision trouble de ce qui se passe au Sénégal. Voilà. Merci à vous, Yves Ibrahim Bouka. La CEDEAO est très malmenée, mais nous ne devons pas nous résigner et dire qu'on ne peut plus rien faire. Il y a des difficultés, il faut parler aux uns et aux autres, les comprendre et à partir du niveau de compréhension et des écarts de position, voir ce qu'il est possible de bâtir à partir justement du socle qui est existant. A lâché le président Bassirou Diomaye Faye. Pourquoi sa sortie divise autant?
Puisque ce qu'on a toujours demandé, ou du moins ce que bon nombre d'observateurs ont toujours eu à demander, patient parfait d'homme, c'est que nous ayons une CEDEAO refondée, reformée. Là, nous avons un président qui milite justement pour que cette CEDEAO soit finalement ce qu'elle n'aurait jamais cessé d'être, une CEDEAO des peuples. Mais on a des avis divergents autour justement de sa sortie. Comment on explique cela? D'abord, je constate quelque chose. Enfin, le débat ouvert à un très haut niveau. Et les dirigeants nouveaux de l'Afrique, parce que là c'est la jeunesse qui parle, la jeunesse au pouvoir, chacun expose, n'est-ce pas, ses points de vue sur cette question. Malheureusement, on n'a pas écouté la réaction d'Ibrahim Traoré. Il n'y a que Diomaye Faye qui parle, premièrement. Deuxièmement, j'ai la faiblesse souvent de me contenter des faits. Au lieu de mes émotions ou bien une espèce de délit de quelque chose que je peux avoir contre Konaté ou bien qui que ce soit. Ce qui importe pour moi, c'est que ce que Konaté puisse dire aujourd'hui soit en cohérence avec ses actes. C'est ce qui est intéressant. Beaucoup d'Africains voyaient, après l'élection de Diomaye Faye à la tête du pays, d'ailleurs, la plupart dans les landerneaux panafricains, ils voyaient ipso facto l'adhésion du Sénégal à l'AUS. Moi, je vous avais dit sur ce plateau, ça ne sera pas possible. Ça ne sera pas possible parce qu'il suffit de regarder même cette belle photo. Vous regardez d'un côté un clan qui est presque entièrement constitué de civils. Et de l'autre côté, vous avez les militaires. On a des militaires. Donc, ça dit que les processus qui ont conduit ces deux jeux dans la tête de l'État ne sont pas les mêmes. Donc, qui va avaler l'autre? C'était compliqué pour moi de penser que ce mélange-là puisse produire quelque chose. Je le voyais comme des espèces de liquides non miscibles. On en veut aussi à Diomaye Faye dans son discours. On dit qu'il veut ramener l'AUS dans la CEDEAO. Mais il faut bien l'écouter. Moi, je me coupe beaucoup de détails. Beaucoup de détails. Et il dit qu'il faut retravailler la CEDEAO pour qu'elle redevienne la CEDEAO des peuples. Il parle d'intégration, etc., etc. Je l'ai été beaucoup plus à l'aise dans la critique facile contre Diomaye Faye, au vu de ce que j'ai subi sur ce plateau, quand j'estimais que c'était trop facile, ce que Sonko était en train de faire, et que pour moi, il était fort évident que ce n'était pas aussi quelque chose de si évident que cela. Que peut-être qu'il y avait des manœuvres en coulisses, qu'il y avait des mains invisibles qui poussaient pour que Sonko puisse avoir le pouvoir avec son ami Diomaye Faye aujourd'hui. Donc, je suis très à l'aise pour aborder ces questions sans être taxé de complice de ceci, de cela. Moi, ce qui m'intéresse, c'est le fond de son discours. Un discours qui constate que les positions sont rigides des deux côtés, mais qui n'abdique pas parce qu'il estime que les fils du dialogue ne sont pas totalement rompus. Qu'on peut continuer à discuter. Deuxièmement, qui dit clairement que la CEDEAO, telle qu'elle est là aujourd'hui, elle a failli. Et que c'est pour cela qu'il faudra retravailler pour avoir de nouveau une CEDEAO qui corresponde, n'est-ce pas, aux ambitions légitimes des peuples de cette sous-région. Il parle d'intégration. Il parle même de l'unité de l'Afrique demain. Donc, à partir de ce moment-là, si c'est le mot CEDEAO qui fâche, parce que j'ai entendu beaucoup de gens qui disent c'est une création française. Non, la CEDEAO n'est pas une création française. C'est l'UMOA qui est une création française. J'insiste là-dessus. Alors, si c'est le mot CEDEAO qui pose problème, alors évacuons CEDEAO, appelons ça Baobab. Cette nouvelle organisation, appelons-la Baobab. Et on peut arriver aussi, c'est-à-dire qu'on peut aussi arriver au niveau de la discussion, on dit qu'on ne veut plus le nom de la CEDEAO. On change de nom. On change de nom, on va la payer prochainement Baobab. Parce que, attention, l'Union africaine, elle a pensé être qui? L'OUA. Oh, l'OUA, c'est un échec aussi. Un échec cuisant. Alors, sur l'initiative du président Kadhafi, l'Union africaine a été créée avec de très belles intentions, malheureusement qui ont été aussi arrêtées de manière brutale avec son assassinat et tout ce que nous connaissons. Donc il ne faut pas non plus donner l'impression que les Africains sont incapables par eux-mêmes, au vu des enjeux que nous voyons dans le monde.
de prendre une direction. C'est très dangereux de le dire. De penser que chaque fois que l'Afrique va penser, ou bien une idée dominante africaine va surgir, va prendre de l'ampleur, pour dire qu'il faut que l'Afrique se retrouve autour de ses intérêts, s'organise autour de ses fondamentaux, que ça sera impossible parce que les États-Unis, parce que la France, parce que je ne sais pas qui, viendra absolument mettre un verre dans ce fruit. Non. Ça veut dire qu'on s'avoue vaincu dès le départ. Êtes-vous optimiste quant à ce processus de réconciliation? Parce que quand on vous écoute, on a l'impression que justement, vous reconnaissez, à l'image de ce que dit le président Bassirou Diomaye Faye, que certes, les portes du dialogue sont fermées, mais il ne faut pas pour autant fermer les fenêtres et tirer les rideaux. Mais pourquoi je suis sur vos plateaux de TD depuis 13-14 ans? Parce que moi, je crois à l'Afrique. Je crois à l'Afrique. Et d'ailleurs, le fait que l'AIS existe est une démonstration qu'il faut croire à notre continent, qu'il faut croire à notre peuple, qui est capable, n'est-ce pas, d'embrasser autant pour moi des causes et de les transformer dans le sens de la protection de ses propres intérêts. Donc moi je ne suis pas du tout quelqu'un qui rejette tout, je ne sais pas comment. J'ai l'habitude de vous dire, regardez le cas de la Côte d'Ivoire, la position qu'elle occupe aujourd'hui dans ce travail ou bien ce positionnement comme chien couchant de l'impérialisme, comme contremaître, n'est-ce pas, de l'impérialisme dans le sens de la défense des intérêts impérialistes sur le continent africain. Mais c'est la Côte d'Ivoire de M. Ouattara. Vous avez Gbagbo à la tête de la Côte d'Ivoire, c'est toute notre Côte d'Ivoire que vous avez. Donc ça veut dire que rien n'est statique, tout est dynamique. Aujourd'hui, ça perd ceci, demain, ça soit cela. Même la visite de Diomaye Faye, moi je suis convaincu, au Mali et au Burkina, ça va légèrement modifier sa vision des enjeux au niveau de cette sous-région-là. Je ne suis pas euphorique que de jour au lendemain, on va renverser la table et que les dynamiques vont s'emballer de telle manière qu'on puisse aller dans le sens de ce que nous avons souhaité, toujours souhaité. Mais il y a des petits pas qui vont être faits, même dans la perception des dirigeants sénégalais aujourd'hui de cette question-là. Donc, pour moi, au lieu de dire on n'en veut pas, c'est une perte de temps, je dis jamais. Discuter avec quelqu'un n'a jamais été une perte de temps. Jamais. Mais là, discuter sous quelles conditions? Quand on parle justement de cette flexibilité dont parle entre autres le président Bassirou Diomaye Faye. C'est là le fond du problème. C'est là le fond du problème. Et c'est pour ça que moi je vous disais, sur ce plateau, que les gars de la qui dirigent l'AES doivent énoncer un certain nombre de conditionnalités inflexibles qui doivent être la base de toute discussion dans le cadre de la réforme de la CEDEAO. C'est aussi ça la politique. Vous voulez discuter avec nous? Vous oubliez, je crois que vous n'avez pas oublié ce que vous avez fait. D'abord, vous avez demandé les excuses. Ok. Maintenant, voici les conditionnalités. Et moi, à mon niveau, comme ça de but en blanc, j'avais donné 3. J'ai dit 1. Premièrement, on dégage de l'Afrique de l'Ouest toutes les bases militaires étrangères, surtout occidentales. Première condition. Deuxième condition, on crée notre propre monnaie. On tue le franc CFA, de facto. Troisième condition, dès aujourd'hui, intégrer dans la CEDEAO de demain, ou bien le Baobab de demain, le fait que vous n'aurez plus affaire au Mali, au Burkina et au Niger, vous aurez affaire à une seule entité qui va s'appeler la CEDEAO. Donc vous aurez un seul représentant au nom de ces 3 États au sein de votre organisation. Pour moi, ce sera un excellent pas en avant. Un excellent pas en avant, pourquoi? Parce que ça va créer, ça va être les prémices de la création du véritable paradigme d'intégration sous-régionale, débarrassé complètement de toute forme de pression de ces agents étrangers qui sont souvent bien incrustés au sein de nos organisations. Je ne suis pas non plus naïf de penser que, en leur disant, même s'ils sont capables d'arracher, n'est-ce pas, cette évolution, cela voudra dire que bon, c'est fini, tout a été cadenassé, le risque zéro n'existe plus, maintenant l'Afrique va continuer à évoluer correctement. C'est pas vrai. C'est pas vrai. On aura toujours
en face de nous, parce que nous sommes le centre de convoitise et de tous les appétits, surtout du monde occidental, mais il n'y a pas que. Oui. Les appétits sont aussi souvent de la part de nos propres amis, il ne faut pas non plus l'oublier. Donc, fatalement, tant qu'on ne va pas monter en puissance pour créer un nouveau rapport de force, être plus robuste sur le plan diplomatique, sur le plan militaire, sur le plan stratégique, sur le plan même de notre propre spiritualité, et évidemment, nous ne serons pas à l'abri du fait que de temps en temps, il y a des agressions venant de l'extérieur pour essayer d'affaiblir cette volonté africaine d'aller vers son unité politique. Alors, les jeux sont ouverts. Les jeux sont ouverts. Il faut pas que, je ne pense pas que c'est une question de verre plein, à moitié plein, bien à moitié vide. C'est une question d'un travail de fond qui doit être fait dans un processus bien assumé pour aller décidément vers l'unité politique de notre continent. Et pour cela, il sera très très malvenu, à mon sens, de dire on ne discute pas avec Diomaye Faye parce que prétendument il est dans une opération, j'allais dire, de cheval de Troie pour tenter de ramener les pays de l'AES au niveau de la CEDEAO. J'insiste pour sortir que dans son discours, lui-même il en est déjà conscient que si jamais cette perspective peut être envisageable, elle ne peut pas être envisageable dans le cadre d'une CEDEAO telle qu'elle est là aujourd'hui. Oui, en l'état actuel des choses. En l'état actuel des choses. C'est aux membres de l'AES de corser davantage le jeu pour que justement ils puissent arracher le maximum de ce qu'ils peuvent arracher pour que justement nous puissions être dans un ensemble qui commence à préfigurer de quelque chose d'intéressant pour, n'est-ce pas, les vœux et les souhaits des Africains qui sont ceux de l'indépendance, de la liberté et de la souveraineté. Voilà. Merci à vous, patient Parfendom. Je ne désespère pas de voir la CEDEAO repartir sur des bases nouvelles qui nous évitent la situation que nous traversons aujourd'hui, déclare M. Konaté, le président sénégalais Bassirou Diomaye Faye, qui a d'ailleurs tenu à préciser la formule d'une éventuelle réconciliation. Alors partagez-vous justement l'optimisme de patient Parfendom quant à ce processus de réconciliation évoqué par Bassirou Diomaye Faye? Est-ce que c'est possible de voir le Sénégal dans l'US? Je partage cet optimisme au moins au vu de 2 ou 3 points sur lesquels je vais essayer de m'appesantir pour vous démontrer pourquoi est-ce que cela peut être intéressant. Mais je commencerai déjà par simplement rappeler aux uns et aux autres, comme nous le disons très souvent chaque fois que nous allons sur notre média ici. Vous savez, en relation internationale, il n'y a pas d'amitié, il n'y a que des intérêts. Et les relations internationales entre pays, puisqu'aujourd'hui le monde est un grand village et que personne en réalité ne peut se prévaloir de fonctionner ex nihilo, il y a bien évidemment les circuits diplomatiques qui sont toujours maintenus, même au fort des tensions. Je vous citerai 2 exemples simplement que tout le monde peut vérifier. Ce mois d'avril, les États-Unis, tenez-vous tranquille, qui ont fait tout un ramdam à l'Union européenne pour leur dire ô combien il fallait geler les avoirs russes et reverser cet argent-là à Kiev, ont levé justement, ont dégelé les sanctions sur la Russie dans 2 secteurs, l'énergie et les banques russes. Et ceci va aller jusqu'au mois de novembre 2024. Je ne sais pas si vous comprenez très bien. Les États-Unis ont dégelé les avoirs russes sur l'énergie et les banques d'avril jusqu'en novembre. C'est sur le Trésor américain, le site du Trésor américain, et que tout le monde peut aller vérifier. Tout le monde peut aller vérifier cette information-là sur le site du Trésor américain. Pendant qu'ils sont en train de demander à l'Union européenne de geler les comptes de la Russie, de ne rien machin, de reverser cet argent à Kiev. Deuxième chose, voilà Macron qui est allé négocier dans sa tournée au Canada avec Trudeau de ne pas appliquer la sanction sur le métaux qu'on appelle le titane, qui vient de Russie. Parce que justement, c'est une ressource importante dans la construction de l'aéronautique, notamment les secteurs de Airbus et autres. Il est allé négocier ça du côté du Canada. Pourtant, c'est le même Macron qui est en train d'envoyer ou veut envoyer des instructeurs justement sur le territoire ukrainien pour frapper la Russie. Ils sont en train de donner des accords pour frapper le territoire russe. Ça, c'est la diplomatie internationale. C'est comme ça que ça fonctionne.
Il ne faut pas se leurrer. Et donc, quand je vous plante ce décor-là, c'est à l'endroit ici de nos frères africains qui ont toujours l'impression que une rupture totale est possible dans le monde des relations internationales. Ce n'est pas possible, surtout quand vous n'avez aucun levier sur lequel vous pouvez vous asseoir. Je dis bien aucun, les leviers essentiels. Vous n'avez ni industrie, vous n'avez même pas de monnaie à votre disposition. Oui. Votre organe même africaine, c'est-à-dire que l'Union africaine elle-même est financée par ceux-là avec lesquels vous dites que vous voulez rompre les relations. Comprenez que c'est un processus qui évolue par palier. Oui. Et donc, quand vous avez ces éléments-là, parce que nous avons la chance d'être à l'intérieur de la gestion de ces choses. Nous fréquentons un peu les palais, nous sommes à côté un peu de ces réalités-là. On est beaucoup plus à l'aise pour décrire ce type de choses, pour faire comprendre aux gens que c'est des combats qui se projettent. Et on doit avoir l'humilité de comprendre, d'accepter que peut-être certaines réalités ou certains souhaits, nous n'aurons même pas l'occasion de les voir. Mais on doit avoir cette témérance-là, cette résilience-là de continuer le combat pour poser une fondation qui pourra effectivement, n'est-ce pas, au fil des années, avoir une bâtisse assez solide ou cette maison qu'on aura appelée la maison Afrique, propre aux Africains. Quand j'ai dit cela, je reviens sur le cas de M. Diomaye Faye, qui, il ne faut pas l'oublier, sa jeunesse est un atout. Sa jeunesse est un atout. Il peut effectivement avoir été orienté par les officines hexagonales. C'est une chose, mais sa jeunesse est un atout. Au moins sur 2 points. Quelqu'un a dit ici tout à l'heure que le fait, je pense que c'est le doyen parfait Ndom, et c'est très sage de sa part, le fait d'aller d'aller vers ses confrères de la sous-région, d'aller se coller à un certain nombre de réalités, se feutrer, à un certain nombre de réalités, vont effectivement lui donner beaucoup plus de contenu. Parce que, effectivement, lui, comme son mentor, ne l'oublions pas, nous l'avions dit ici une fois à nos passages sur vos plateaux, que la conquête du pouvoir en est une chose, mais maintenant la gestion du pouvoir en est tout autre chose. Et je pense que cela est en train de se vérifier au fil des jours du côté du Sénégal. On est en train de voir un certain nombre d'oppositions qui sont complètement contraires à ce qui était annoncé par ces derniers-là, parce qu'ils sont maintenant dans la gestion de la chose. Et qui de mieux que eux pour se rendre compte qu'effectivement, c'était bien des belles paroles, mais maintenant, dans le concret, quand on vous ouvre les armoires des secrets de la République, vous comprenez que ça n'a rien à voir avec le populisme. La gestion d'un État, c'est pas le populisme. Et c'est beaucoup plus sérieux que ça. Et donc, ils sont en train d'être frappés de cette réalité-là. Ils sont en train de s'y accommoder. C'est important. Et il me semble que la CEDEAO a voulu jouer un peu sur cette fibre-là de la jeunesse, de voir un jeune qui peut aller parler à ses congénères, avec qui peut-être le dialogue peut être beaucoup plus facile, et très certainement aussi, en arrière-toile, de vouloir jouer sur son inexpérience, justement, en se disant que la chance du bleu, la chance du novice, on va jouer sur cela, ça pourra peut-être permettre de tirer 1 ou 2 ficelles qui peuvent être exploitées par ces vieux Giscard qui sont à l'intérieur, Briscard qui sont à l'intérieur de la CEDEAO. Mais n'oublions pas une chose, M. Nguéné, l'un dans l'autre s'agence sans problème. Je tiens à vous rappeler, c'est pas à vous que je vais ici dire que l'Union africaine reconnaît jusqu'ici 8 communautés sous-régionales, et parmi lesquelles la CEMAC ne fait pas partie, mais un organe qui est effectivement en activité, qui régule les problèmes de la sous-région et traite d'un certain nombre de sujets. Si au jour d'aujourd'hui, du côté de l'AES, du côté de l'Afrique de l'Ouest, autant pour moi, de la région de la CEDEAO, l'AES viendrait donc comme cette nouvelle communauté sous-régionale qui est en devenir et qui pourrait effectivement apporter sa vision à elle, qui peut-être être différente de ce qui a été proposé jusqu'ici justement par la CEDEAO, il ne me semble pas que ce soit quelque chose de mauvais. Et effectivement, comme l'a dit, même si elle ne sera pas reconnue comme la CEMAC au niveau de l'Union africaine, cela ne pourrait entraver son fonctionnement en réalité, puisqu'elle sera en train d'apporter là effectivement des réponses concrètes à un certain nombre de préoccupations que se font les pays de l'Afrique de l'Ouest, notamment ceux-là. Et on voit très bien dans son processus d'évolution qu'il y a des réponses, il y a des réflexions profondes qui sont en train d'être posées. Au jour d'aujourd'hui,
est-ce que la sortie du franc CFA serait une priorité? En réalité, pas en tant que telle. Quand vous êtes en train de réfléchir de façon véritablement technique sur les acquis que vous avez, c'est pas pour rien que vous êtes en train d'observer, il ne vous a très certainement pas échappé que du côté du Mali, comme du côté du Burkina, une raffinerie d'or est en train d'être mise en place. Et ça ne vous a très certainement pas échappé que dans le projet du Sud global, aujourd'hui, on est en train de réadosser les monnaies sur l'or, qui est quelque chose d'extrêmement constant. Sur les 50-100 dernières années, ça semble être assez constant. Donc, est-ce qu'aujourd'hui, le CFA sera encore un problème? Pas en tant que tel. Quand on est en train de poser la réflexion, on pousse la réflexion très loin. Il suffira pour ces pays-là de pouvoir imprimer ou de créer une monnaie qu'ils vont adosser sur l'or qu'ils sont en train de fabriquer au sein de la banque ou du fonds monétaire qu'ils vont créer de leur sous-région, qui va très certainement arriver. Et donc, je tiens à vous rappeler quand même que la Banque des États d'Afrique centrale n'est même pas affiliée à la Banque des règlements internationaux, qui se trouve à Bâle, qui est la banque mère, la banque centrale mère des banques centrales. La CEDEAO n'est même pas affiliée à cette banque-là. Donc, c'est vous dire que les perspectives, le monde est assez ouvert, Monsieur Nguéné. Il faut éviter de regarder les choses sous un prisme et croire que une fois que cet aspect-là où on a fermé cette vanne-là, ça veut dire qu'on est déjà dans le processus de l'empourrissement. Non, ça n'existe plus. Ce n'est même plus possible au jour d'aujourd'hui. L'un dans l'autre s'agence très bien. Oui. Au jour d'aujourd'hui, la nouvelle communauté qui est en train d'être créée du côté de l'Afrique de l'Ouest, qui s'appelle l'AES, peut effectivement évoluer et peut-être donc vous aurez, parce qu'au fur et à mesure que le président Diomaye va prendre du poil, il va prendre du grade dans la fonction, dans la responsabilité, dans les exigences, il n'est pas exclu qu'avant la fin de son mandat, qu'il puisse revoir un certain nombre de positions. On ne peut donc pas concéder à un président juvénile qui vient à peine d'arriver aux affaires un certain nombre de faits dont il ne peut pas être titulaire. Laissons-lui le temps de l'apprentissage, ce qui est normal, et laissons-lui à mi-mandat l'occasion pour lui de se faire une idée concrète de ce qu'est que véritablement cette organisation sous-régionale-là, et de peser le pour et le contre quand on verra les deux organisations en train d'évoluer et que chacun pourra se faire très clairement une idée dessus. Mais est-ce que la réconciliation est possible? Je vous ai dit l'un dans l'autre, c'est un mélange qui se tient. C'est pas un mélange qui est impossible. Parce que je vous ai pris l'exemple. Revenir au sein de la CEDEAO serait comme un coup de frein. Je vous ai pris l'exemple. Je vous ai pris l'exemple qui sont impulsés au sein de l'Alliance des États du Sahel. Je vous ai pris l'exemple de la Je vous ai pris l'exemple de la CEAC et de la CEMAC, qui n'a aucun problème. Nous fonctionnons très bien. La CEMAC n'est pas reconnue par l'Union africaine, mais nous fonctionnons. Pourtant, nous sommes à l'intérieur de la CEAC. Donc, il ne faut pas croire que tout est bloqué. L'un dans l'autre peut se valoir. L'AES peut faire partir de la CEDEAO, mais fonctionner avec, bien évidemment, ses principes, comme l'a dit le doyen tout à l'heure, et bien évidemment, sa vision et la dynamique qui est la sienne, par rapport, bien évidemment, à sa circonscription définie. Donc, en ce qui est de la sortie, pour sortir, en ce qui est de la visite du président sénégalais, il me semble que c'est encore trop tôt pour lui porter un quelconque jugement. On savait déjà que c'est pas une nouveauté pour nous. On savait très bien qui était derrière ces présidents-là. C'est pour ça que nous, on buvait du petit lait. Quand on voyait des gens ici parler de Macky Sall pour dire comment c'est un France-Africain, il doit être dehors, il ceci, malin, pensant que bon, cela allait venir, nous on buvait du petit lait parce qu'on savait très bien, et on l'avait dit ici, qu'il faut pas s'attendre à de surprises venant de Sonko ou de Diomaye concernant ces deux derniers, parce que c'était la même école que les Succès Masra et autres. Ils venaient tous plus ou moins de la même source. Donc, c'est pas là la question. Quand vous êtes aux affaires aujourd'hui, comme ça l'est aujourd'hui pour le jeune président du Tchad, Kaka Déby, qui est maintenant investi pleinement des pouvoirs, vous avez donc maintenant la latitude de pouvoir, n'est-ce pas, implémenter une vision. Attendons au moins à mi-mandat avant de commencer à leur porter critique. Ils peuvent, et d'ailleurs Montesquieu le disait, ce sera mon mot de sortie, c'est le pouvoir qui arrête le pouvoir. C'était ce que Montesquieu le disait. Donc, ce serait trop naïf, ce serait, ma foi, un peu naïf de pouvoir porter un quelconque jugement en tout début. Toujours aux côtés de nos invités, Abdoulaziz Konaté, patient parfait d'homme, Marie Tangana, Yves Ibrahim Bouka ou encore Linda Larbaoui, qui s'est d'ailleurs excusée, elle qui nous a quittés un peu tôt dans le cadre de cette émission. Néanmoins, non.